Bonjour, aujourd'hui je propose de faire un petit corrigé du sujet d'histoire des PIP qui est tombé au concours 2024. Le sujet était les guerres israélo-arabes de la naissance de l'État d'Israël aux accords d'Oslo. Alors en accroche, je vous propose une citation extraite d'un des discours de Yasser Arafat à la tribune de l'ONU le 13 novembre 1974. Yasser Arafat déclare, je cite, je suis venu un rameau d'olivier dans une main, un fusil de combattant dans l'autre. Ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. Ne le laissez pas tomber. Ne le laissez pas tomber. Je crois que cette citation, elle est assez caractéristique des conflits, des tensions entre Israël et le monde arabe, notamment justement depuis la création d'Israël. Alors en termes de définition des termes, les guerres, la notion de guerre, c'est un état de conflit armé entre plusieurs groupes politiques constitués. C'est considérer la guerre comme l'acte diplomatique de dernier recours après les ultimes négociations. On peut aussi parler de tension ou de conflit, même si normalement la guerre est déclarée, mais aujourd'hui, la guerre, elle a une acception de plus en plus large. Israélo-arabe, définissons Israël. Israël, c'est un État constitué en 1948, mais en réalité qui est en gestation depuis 1945, suite à la Deuxième Guerre mondiale, au génocide des Juifs perpétré par les nazis, et même qui remonte à la fin du XIXe siècle, dont l'idée remonte à la fin du XIXe siècle, avec la naissance du sionisme. Israélo-arabe, les Arabes, c'est à la fois un peuple, évidemment, et un ensemble d'États qui vont du Maghreb à l'ouest jusqu'au Proche-Orient et à la péninsule arabique à l'est. On exclut évidemment la Turquie et l'Iran, qui ne sont pas de langue ni de culture arabe, et ces États se sont tous opposés, peu ou prou, à la naissance de l'État israélien et ont longtemps soutenu la cause palestinienne. Avec les guerres israélo-arabes, il faut évidemment intégrer les Palestiniens qui sont des Arabes et qui font partie de ce conflit. La chronologie est également à commenter. La naissance de l'État d'Israël, c'est donc évidemment mai 1948, au moment juste après le plan de partage de l'ONU en 1947, et on va jusqu'aux accords d'Oslo, c'est-à-dire entre 1993 et 1995, un processus de paix important qui va donner une autonomie à deux territoires palestiniens, la bande de Gaza et la Cisjordanie. Les accords d'Oslo représentent une première forme d'apogée de la paix, donc de fin des tensions. La contradiction et la problématique peuvent être la suivante. En termes de contradiction, en 1948, au moment de la naissance d'Israël, immédiatement le lendemain, on a la première guerre israélo-arabe, qui va être assez terrible et qui va rayer de la carte l'idée de la Palestine, et on va jusqu'aux accords d'Oslo, c'est-à-dire jusqu'à des accords de paix relativement importants. Et j'aurais fait une problématique autour de l'idée suivante, en sachant que même si les accords d'Oslo tendent à faire la paix avec les pays arabes et avec le peuple palestinien, ils ne vont pas résoudre la totalité des points d'achoppement, la totalité des tensions. Comment expliquer que malgré la volonté des grandes puissances, de la communauté internationale et de nombreux autres acteurs d'apaiser les tensions entre Israël et le monde arabe, il a semblé impossible d'aboutir à un processus de paix en réalité durable entre 1948 et 1995. On ne met qu'une seule problématique, mais on aurait pu faire éventuellement une deuxième problématique qui aurait pu être la suivante. Dans quelle mesure l'alternance entre guerre et paix, entre Israël et le monde arabe, qu'il s'agisse des États arabes ou du peuple palestinien, a-t-elle évolué d'un conflit opposant essentiellement juifs et arabes à un conflit opposant surtout juifs et palestiniens. Et je vous propose un plan chronologique en 3 parties. Première partie de 1945 à 1973, il s'agit de la naissance
d'Israël qui entraîne une multiplication de conflits qui vont cristalliser les rancœurs. Quant à, effectivement, aux origines de la guerre, on a la naissance de l'État d'Israël et la radicalisation des différents acteurs. Petit 1, première idée, c'est d'abord la volonté des grandes puissances et de l'ONU de créer un État juif, le plan de partage de la Palestine en 1947 qui ne satisfait personne, et la naissance, la proclamation de l'État d'Israël en mai 1948 qui déclenche immédiatement la première guerre israélo-arabe, donc 1948-1949. Petit 2, on a face à cela la tentative d'unité des pays arabes face à Israël, avec le développement du panarabisme, le leadership de Nasser en Égypte à partir de 1954, la Ligue arabe également constituée en 1945, et une tentative d'unité et d'union des pays arabes autour de la RAU, la République arabe unie, qui n'a finalement duré entre l'Égypte et la Syrie et le Yémen que de 1958 à 1961. Petit 3, la radicalisation des Palestiniens, avec la création de l'OLP, la charte de l'OLP, le rôle de Yasser Arafat, il faut lire la charte de l'OLP de 1968 qui a pour but la disparition de l'État d'Israël. Grand B, on a également la multiplication des conflits israélo-arabes entre Israël et les pays arabes. Petit 1, c'est d'abord la crise de Suez qui envenime les tensions entre l'Égypte et Israël en 1956. Petit 2, on a la guerre des 6 jours en 1967. Petit 3, la guerre du Kippour en 1973, et à nouveau l'échec des pays arabes, même si la guerre du Kippour constitue un tournant dans cette question israélo-arabe. Grand C, les grandes puissances et l'ONU, un rôle inefficace et générateur de tensions. C'est d'abord, petit 1, l'incapacité de l'ONU à faire respecter ses décisions, après le retrait des casques bleus en 1967 du désert du Sinaï, qui était une force d'interposition entre l'Égypte et Israël, mise en place à partir de 1956 suite à la crise de Suez. Le retrait des casques bleus est effectif en 1967, mais on a deux résolutions, la résolution 242 de 1967 et la résolution 338 de 1973, qui vont demander à Israël d'évacuer les territoires occupés, et Israël n'évacue pas les territoires occupés. On a, petit 2, un conflit qui est lié à la guerre froide depuis 1955. Effectivement, si la guerre froide n'a pas commencé dans la zone, la naissance du pacte de Bagdad en 1955 favorise la cristallisation des conflits dans la zone, avec l'URSS qui soutient plutôt les pays arabes et les États-Unis qui soutiennent plutôt Israël. Et petit 3, on a un conflit qui va s'internationaliser progressivement, avec une question qui s'internationalise. On le voit notamment avec les attentats d'un mouvement radicalisé Septembre Noir palestinien aux Jeux Olympiques de Munich en 1972 contre des athlètes israéliens. Donc, on vient de démontrer dans cette partie que de 1945 à 1973, on a une multiplication de conflits, de guerres israélo-arabes qui vont cristalliser les rancœurs. Pourtant, grand 2, de 1973 à 1975, les guerres israélo-arabes ont plutôt tendance à s'apaiser sous l'égide des États-Unis notamment. De 1973 à 1975, on a des guerres israélo-arabes qui tendent plutôt à s'apaiser. Grand A, on a d'abord plusieurs facteurs qui favorisent la paix. Petit 1, l'avènement de la gauche en Israël, avec en particulier dans les années 90 le rôle d'Yitzhak Rabin et de Shimon Peres du Parti travailliste. On a aussi les conséquences de la multiplication des guerres. Côté israélien, la défaite au début dans le cadre de la guerre du Kippour, même si après la contre-attaque réussit, le ternissement de l'image d'Israël dans le monde, avec une guerre médiatique qui est plutôt gagnée par les Palestiniens, et une population israélienne qui en a ras-le-bol d'être sans arrêt sur le qui-vive. Petit 2, on a aussi, à partir de 1973, le changement de stratégie de l'OLP,
avec la renonciation au terrorisme. C'est l'objet notamment du discours de Yasser Arafat à l'ONU que j'ai cité en accroche. Petit 3, c'est aussi la médiatisation des États-Unis, la médiation des États-Unis, la fin de la guerre froide et le rôle de la guerre du Golfe en 1991. La guerre du Golfe contre l'Irak, elle va tendre à montrer que la communauté internationale peut avoir un rôle à jouer dans les différentes tensions. L'ONU n'est plus paralysée par le droit de veto de l'URSS. Grand B, on a la multiplication des accords, même si cela ne débouche pas sur une paix globale. Petit 1, on a d'abord la paix séparée entre l'Égypte et Israël en 1978-1979. Ce sont les accords de Camp David en 1978 et le traité de Washington en 1979. Alors c'est le président égyptien qui est à l'origine, Anwar el-Sadat, qui est à l'origine de cette volonté à partir de 1977, et il voulait une paix globale. Ce n'est pas une paix globale qui est signée, mais il n'empêche que au moins on a une paix séparée entre Israël et l'Égypte l'Égypte était le fer de lance de l'opposition à Israël. Petit 2, on a aussi la paix avec la Jordanie en 1994, avec la signature d'un traité de paix israélo-jordanien, avec plusieurs clauses, notamment le Jourdain qui est pris véritablement comme frontière, avec une normalisation des relations diplomatiques, avec une coopération contre le terrorisme, avec des accords sur l'eau, Israël qui s'engage notamment à fournir 50 millions de mètres cubes d'eau par an à la Jordanie, et au partage de la rivière le Yarmouk. On a aussi une coopération en faveur des réfugiés. Et puis, grand C, on pourrait également faire un grand C sur le processus d'Oslo entre 1993 et 1995. Alors, on a d'abord le traité de Oslo I, ce qui ferait l'objet du petit 1. Donc, le traité d'Oslo I est le résultat et l'issue de négociations qui se sont déroulées notamment en Norvège entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. On a un contexte qui est là aussi favorable, on vient de le dire, et plusieurs accords sont donc signés. Le processus d'Oslo I se concrétise par ce qu'on appelle l'accord Gaza-Jéricho. On parle aussi donc d'un accord sur l'autonomie. Ça veut dire que l'autorité nationale palestinienne va disposer d'un certain nombre de pouvoirs sur les territoires palestiniens. Donc Oslo 1 traite essentiellement de territoires en Cisjordanie et le traité d'Oslo 2, ce qui sera l'objet de notre petit 2, aborde la question de l'autonomie de la bande de Gaza, ce qui prévoit les premières élections du Conseil législatif palestinien et un découpage des territoires palestiniens en 3 zones où les contrôles israéliens et palestiniens s'appliquent de façon différente dans l'attente de l'aboutissement de négociations qui sont censées se poursuivre. On peut voir que ce processus de paix est évidemment soutenu par les États-Unis et par Bill Clinton. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer ? On a démontré que de 1948 à 1973, c'était surtout les conflits entre Israël et les pays arabes qui s'étaient développés, puis que de 1973 à 1975, on avait plutôt une tendance à vouloir faire la paix. Pourtant, grand 3, en réalité, ce qui se passe entre 1973 et 1995, c'est un regain des guerres entre Israël et les Palestiniens. Et on peut véritablement parler de guerre, même si ce n'est pas un conflit très symétrique. Grand A, c'est d'abord la question des réfugiés palestiniens. Donc la question des réfugiés palestiniens, elle se pose petit 1 avec le nombre de réfugiés, des réfugiés qui se retrouvent en Jordanie, des réfugiés qu'on retrouve également au Liban,
Et ces réfugiés posent des problèmes dans les pays arabes. C'est la raison pour laquelle, en 1970, le roi de Jordanie décide de chasser les réfugiés palestiniens de leur territoire, parce qu'ils constituent un véritable État dans l'État, et ça aboutit à la constitution du mouvement Septembre Noir en 1970. Petit 2, la question des réfugiés, elle aboutit aussi à des interventions israéliennes. On a par exemple des interventions israéliennes au Liban en 1978, en 1982, notamment dans le cadre de la guerre civile libanaise. Et ce qui montre bien que là aussi la question des réfugiés palestiniens est importante, puisque ces réfugiés palestiniens ils se situaient essentiellement au sud Liban et que ils déstabiliser l'État libanais et que dans le cadre de la guerre civile au Liban, entre d'un côté les milices chrétiennes, les phalanges, et de l'autre les réfugiés palestiniens, on a des difficultés et Israël intervient à plusieurs reprises et fait notamment le siège de Beyrouth en 1982. Grand B, on a aussi la question des conditions de vie des Palestiniens, avec un petit 1 sur des conditions de vie des Palestiniens qui sont très difficiles en Israël, évidemment dans les camps de réfugiés, et on aurait pu prendre l'exemple de l'accès à l'eau. La question de l'eau est aussi l'une des questions, l'un des points d'achoppement très importants autour des guerres israélo-arabes, avec les Israéliens qui s'arrogent la majeure partie des ressources en eau pour l'agriculture ou pour les villes. Et donc des Palestiniens qui, en territoire israélien, font figure véritablement de citoyens de seconde zone. Petit 2, c'est ce qui mène directement à la première intifada, au soulèvement des Palestiniens en 1987, avec des conséquences assez importantes, puisque les Palestiniens gagnent ici la guerre médiatique. Les médias du monde entier relaient des images de chars israéliens surarmés contre lesquels luttent des Palestiniens avec des pierres. On a souvent surnommé l'intifada à tort la guerre des pierres. Intifada, ça veut dire soulèvement en arabe. On voit en tout cas que ce conflit qui était à la base un conflit entre Israël et les pays arabes est de plus en plus un conflit entre Israël et d'autres arabes, mais les Palestiniens. Et grand C, on en arrive à la radicalisation palestinienne. Cette radicalisation palestinienne, on le voit avec par exemple la création du Hezbollah en 1982, un organe chiite, mais qui soutient les Palestiniens contre Israël. Et petit 2, la création d'autres organisations comme le Hamas en 1987. On sait que c'est aussi dans les années 80 le développement de l'islamisme radical, avec supporté par l'Iran qui pilote le Hezbollah et l'Arabie Saoudite dans une moindre mesure, même si elle est alliée avec les États-Unis. Et donc on assiste en fait à une transformation de la guerre en une guerre plutôt palestinienne. Deux mots de conclusion pour dire finalement que sur le sujet les guerres israélo-arabes de la naissance de l'État d'Israël aux accords d'Oslo, on est sur des conflits un conflit en fait qui s'est transformé, des guerres qui se sont transformées. On a des guerres plutôt traditionnelles au départ, c'est-à-dire des guerres entre Israël et les États arabes, essentiellement l'Égypte, la Syrie, dans une moindre mesure la Jordanie. Et ces guerres se sont progressivement, avec les défaites des pays arabes, se sont progressivement transformées en guerre israélo-palestinienne contre un seul peuple arabe. Ces guerres, elles ont tenté d'être stoppées par la communauté internationale, par les États-Unis. En 1995, on aboutit à un immense espoir de paix avec ces accords d'Oslo qui semblent devoir se prolonger, et pourtant, et ça aurait été l'ouverture, et pourtant, en fait, l'assassinat d'Yitzhak Rabin par un extrémiste israélien en 1995 va mettre fin au processus de paix, et en 1996, la droite en Israël revient au pouvoir avec le Likoud, et c'est le début d'un processus de paix qui va être remis en cause très largement, et on le voit jusqu'à aujourd'hui.